Bon, merci à vous. Euh, j'ai la lourde tâche de faire une session juste avant le déjeuner. Je sais que c'est un gros challenge. On attend tous d'aller déjeuner. Voilà, c'est la dernière session. On va essayer de faire un truc assez succinct. Et on va plutôt axer sur la partie démo. Il y a beaucoup de choses à voir. Ok. Donc Cohesity, on se place effectivement sur la gestion de la donnée. C'est un mot que vous entendez beaucoup. J'ai rejoint pour ma part, donc je suis avant-vente au sein de Cohesity. J'ai rejoint Cohesity il y a maintenant 18 mois, une éternité pour ce type d'entreprise. Mais en tout cas, voilà, j'ai assez de recul, un peu plus haut, pardon. Ouais. Pas mal de recul maintenant sur les attentes clients, des attentes sur les nouveaux usages et notamment la gestion de la donnée, la valorisation de la donnée. Ce sont des messages clés que vous entendez. Et notamment les nouveaux usages. Donc on est sur le bel événement du VMUG avec du conteneur, du Kubernetes, ce genre d'événement, de l'Hadoop. Voilà, il y a beaucoup d'attentes sur ces nouveaux usages. Bien sûr, la partie cloud, utiliser tout ce qui est hybridation, utilisation du cloud. Donc c'est ce genre de sujet qu'on va aborder pendant cette session. Donc Cohesity en quelques mots, créé en 2013 par notre fondateur, c'est quelqu'un qui a participé en fait au Google File System et qui a cofondé une entreprise que vous connaissez bien qui s'appelle Nutanix. Et il a pris cette idée, en tout cas, c'est un message d'hyperconvergence. Donc moi, quand j'ai commencé Cohesity, on parlait d'hyperconvergence sur tout ce qui était données secondaires. Donc il a utilisé ce concept d'hyperconvergence. Il a un message qui est un message en tout cas de création d'entreprise qui dit le succès de la création d'entreprise, c'est d'avoir une idée, hein, ça c'est une belle chose, mais surtout c'est d'avoir un marché et d'avoir une capacité de développement. Okay, c'est de se dire l'hyperconvergence apporte effectivement beaucoup de valeur sur le primaire, mais par contre le marché est peut-être un peu plus restreint. Donc là il s'est dit je vais prendre cette notion d'hyperconvergence où je vais apporter la distribution du file system, du scale-out et autres, et je vais apporter de la valeur sur tout ce qui est données secondaires. Donc données secondaires, on va placer ça, vous avez tous vu souvent le beau slide avec l'iceberg, la partie visible, la partie immergée de l'iceberg en tout cas. L'idée c'est d'adresser avec un file system distribué tout ce qui est problématique données secondaires. Bien sûr la sauvegarde en fait partie, bien sûr l'archivage, mais pas que. On étend en tout cas les fonctionnalités sur tout ce qui est filer, tout ce qui est test et dev, tout ce qui est scan applicatif, donc cyberattaque, ransomware, ce genre de mécanisme. Donc vraiment, on va se placer au centre de la donnée. Donc on est placé côte est des États-Unis. On avait plus de 1000 employés dans le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, utiliser le mot startup, c'est toujours un peu réducteur, mais voilà, on a dépassé la barre symbolique des 1000 employés dans le monde. Et pour se focaliser sur l'équipe France, c'est 12 personnes, 4 équipes commerciales, donc 4 avant-vente, 4 commerciaux, et un responsable technique, responsable commercial, quelqu'un au channel, quelqu'un également au marketing. Donc on a une équipe assez bonne. Donc pareil, on met la liste des investisseurs puisque c'est important, donc, qui nous suit et qui nous finance en tout cas. Voilà. Donc bonne nouvelle, on est sur un bon trend. Donc notre cher fondateur venant de chez Google, il a fait une analogie pour ne pas réutiliser l'analogie du smartphone qui est déjà bien utilisée. Il prend l'analogie d'une entreprise qu'on connaît tous qui est Google. Donc ce qui a fait le succès de Google, la première étape, ça a été la consolidation de la donnée en fait. Ils ont travaillé sur un file system qui va fédérer, qui va unifier avec des promesses sur la partie scale-out assez simplifiées. Après ça, on s'est attaqué à une autre brique qui est le monitoring et la visibilité de cette donnée. Donc l'idée de valoriser cette donnée, c'est de lui apporter un peu de contrôle, un peu de visibilité avec des compteurs et de savoir où est ma donnée, ce que je fais avec ma donnée, comment la valoriser. L'étape d'après, ça a été d'enrichir en fait le catalogue de services avec des applications tiers. D'accord ? On est tous utilisateurs de ces applications, mais vraiment c'est la dernière étape pour pouvoir finalement utiliser tout l'ensemble des stacks présentés. Mais la première étape, bien sûr, ça a été de créer des fondations. Donc si je prends cette analogie que je ramène dans un contexte qui nous intéresse, dans un contexte applicatif et dans un contexte donné, on va retrouver ces données qui sont dans des data centers centraux, sur des sites distants, et maintenant on retrouve de plus en plus, c'est les cas d'usage qu'on demande de plus en plus. Super Philippe, moi j'ai de la donnée, tu me proposes des solutions pour gérer ma donnée ici.
Maintenant, je commence à avoir des données qui sont directement en production sur mes hyperscalers ou un partenaire local qui m'héberge certains services. Donc, comment l'appliquer et les problématiques que l'on a sur cette donnée. Donc, on va parler de fragmentation de la donnée. Donc, les problématiques, qu'elles soient centrales, site distant ou hyperscaler, sont toujours les mêmes. Il y a différents cas d'usage qu'on va adresser sur cette donnée dite secondaire. Les différents silos applicatifs. Donc, silos applicatifs qui sont issus de la sauvegarde, avec les problématiques de notions de médias, notions de serveur, notions de target de backup. Pareil, donc où est-ce que je vais mettre la partie repository de sauvegarde, d'archivage, des notions de filer. Donc, pareil, je vais répondre avec des problématiques sur tout ce qui est filer, qui va être peut-être avec des appliances dédiées, peut-être avec des niveaux applicatifs pour le faire. Et puis pareil, pour aller profiter de tous les services qui sont proposés par mes hyperscalers, le premier candidat idéal en tout cas sur la gestion de la donnée, c'est l'archivage, la rétention long terme. Ça va nécessiter peut-être des passerelles pour le faire. Donc ce qu'on veut démontrer, ce qu'on présente ici, c'est que chaque problématique génère des silos et des éditeurs particuliers, des interfaces et des problématiques particulières. Donc l'idée, c'est de mutualiser en tout cas, encore l'analogie de Google, rappelez-vous, créer les fondations, un file system pour essayer de modéliser, en tout cas de consolider l'ensemble de ces workloads. Que ce soit de la protection de la donnée, que ce soit du filer, que ce soit de la partie cloud, que ce soit du test et dev. Et on va zoomer sur chacun de ces cas d'usage, bien sûr. Donc je reprends mon analogie de départ. Donc la plateforme unique qui a apporté... Excusez-moi, j'ai avancé. La plateforme unique. Donc chez nous, c'est un nom, ça s'appelle Data Platform ou SpanFS. Il y a pas mal de documentation sur le sujet. C'est vraiment notre file system distribué qui nous a apporté toutes les fonctionnalités de scale-out, de dedupe, de compression, de protection de la donnée, d'erasure coding, replication factor, de chiffrement de la donnée, tous ces mécanismes-là. Okay. L'étape d'après, c'est d'apporter de la visibilité à cet ensemble. On commence à avoir multiples clusters Cohesity, on viendra après sur les notions de cluster Cohesity, mais multiples clusters Cohesity, donc il nous faut une interface unique pour fédérer tout ça. Donc l'interface chez nous s'appelle Helios, elle est disponible en mode SaaS actuellement, on a en cible de l'avoir en on-prem, et donc elle va apporter de la visibilité sur l'ensemble avec des mécanismes de recommandation, des mécanismes d'anti-ransomware, des mécanismes de machine learning, des mécanismes de conseils, d'alerte, notamment. Pareil, on fera une petite démo sur le sujet, elle sera beaucoup plus parlant. Et la dernière étape, quelque chose qu'on a mis en place, un Cohesity Marketplace, donc c'est un peu un store applicatif. Et l'idée, c'est finalement de compléter des fonctionnalités compléter les fonctionnalités tout simplement de notre plateforme avec des outils tiers. Par exemple, quand on va aborder la notion de filer, on dit voilà, moi Cohesity, je peux vous apporter du filer. Ce qui est attendu derrière, c'est du filer, mais ce que je voudrais, moi, cartographier le type de données. Je voudrais être capable d'apporter des fonctionnalités d'antivirus. D'accord ? Je voudrais être capable de faire de l'analyse de log, qui a modifié quel fichier et quand, il a fait quoi. Je voudrais avoir des fonctionnalités qui va déstager les données froides sur un autre tiering. D'accord ? Toutes ces fonctionnalités-là, l'idée, c'est de le faire en partenariat avec des éditeurs tierces. On verra après, on fera un petit tour sur la partie marketplace, et de compléter les fonctionnalités pour apporter encore plus de valeur à la donnée. On va zoomer, donc on va descendre un peu plus bas. Donc la première étape, la partie consolidation. Donc ça va se passer sous forme d'appliances physiques qui tournent sur différents constructeurs. On a nos propres appliances. Il existe aussi au format machine virtuelle. Donc on peut démarrer une VM. Cette VM peut être démarrer sur un site distant, mais peut-être aussi démarrer, on appelle ça une cloud edition directement chez un cloud provider sur un hyperscaler. Donc on a la solution Cohesity qui est disponible. Donc vraiment, on se focus sur la partie logicielle, donc sur un matériel dédié, sous forme de VM ou sous forme de VM qui tourne chez un cloud provider. Une fois qu'on a mis ces briques-là, on va donc consolider les différents cas d'usage, ce qui va nous faciliter toute la partie gestion, puisque la donnée se trouve à un seul et même endroit, pour pouvoir la valoriser, pour pouvoir donc apporter des fonctionnalités de déduplication, d'indexation,
notamment. Donc très important la partie indexation. Donc tout ce qui rentre dans le sous-système Cohesity est indexé à la volée. Donc on va porter après derrière de la valeur sur chercher des occurrences de noms de fichiers, chercher à l'intérieur d'un fichier. L'idée c'est de respecter tout ce qui est notion de compliance, GDPR, ce genre de choses. Également, toute la partie test des devs, c'est un gros cas d'usage aussi que l'on adresse. Donc la donnée, elle est stockée à un seul endroit. Comment je peux la cloner pour la rendre disponible temporairement pour faire du test des devs. Et tout ça depuis une seule et même interface. Sur la partie protection de données, pure et dure, bon, l'idée, j'avais le choix de vous mettre tous les logos qu'on supportait en termes de sources. Bon, l'idée, c'est pas de faire un peu une course à l'armement. Vous doutez bien qu'on va avoir, bien sûr, la protection de tout ce qui est hyperviseur. VMware en fait partie. Alors, petit zoom sur la partie VMware. La partie vCloud Director, donc d'aller sauvegarder des objets vCloud Director, donc beaucoup de demandes par rapport au service provider, beaucoup d'attentes par rapport à ça. Sauvegarder le catalogue de services vCloud Director. On supporte tout ce qui est VM qui tourne dans le cloud AWS, VMC, vous avez entendu parler, donc ils ont fait une annonce là. Donc d'aller sauvegarder des workloads VMware qui tournent directement sur l'infrastructure VMware qui tourne sur AWS. On a bien sûr des connecteurs vRealize, on a des scripts pour vCenter Orchestrator. Voilà, on a vraiment un écosystème autour de VMware qui est assez riche. Donc, et d'autres hyperviseurs, on a au catalogue d'autres hyperviseurs. Environnement physique, on a des agents, Windows, Linux, AX, Solaris et autres. Autre workload très important, sauvegarde de tout ce qui est NAS. Donc on fera un petit tour dans l'interface, pareil. Des plugins particuliers pour aller sauvegarder tout ce qui est NAS NetApp, EasyLoan, d'autres NAS du marché. L'idée, c'est d'utiliser les fonctionnalités natives des providers NAS et en apportant des fonctionnalités assez intéressantes. Typiquement, l'idée, c'est pas d'aller remplacer le NAS tout de suite. Encore une fois, rappelez-vous, je me positionne sur tout ce qui est données secondaires, tout ce qui ne nécessite pas de performance et de latence faible en tout cas. L'idée, c'est peut-être de décharger l'existant. Donc, on a une fonctionnalité de NAS stubbing. L'idée, c'est de dire, ok, je me connecte, j'ai une base EasyLoan. Toutes les données qui ont plus de 1 an ou 6 mois, je voudrais les déstager sur un stockage tiers. Donc on va se connecter, nous, sur la partie filer existant. On va placer des stubs, des raccourcis qui va pointer sur un stockage tiers qui est le stockage Cohesity. Donc c'est une fonctionnalité assez intéressante sur ce type de workload. Base de données, bien sûr. Et bien sûr SQL, Oracle et autres. Et là, on se focalise, les nouveaux usages, sur tout ce qui est environnement NoSQL ou environnement Hadoop. Alors pour ça, on a fait, si vous avez suivi l'actualité, une acquisition d'une entité qui s'appelle Imanis Data. Donc Imanis Data qui est spécialisée sur ce type d'environnement. Ils fournissent une seule interface unique qui va proposer tout ce qui est sauvegarde, restauration bien sûr, sauvegarde granulaire, restauration granulaire, réplication, alors avec des possibilités de répliquer une base de données sur un autre éditeur, autre version pour faciliter tout ce qui est migration et tout ce qui est protection, réplication interbase. Et notamment sur tout ce qui est fonctionnalité test et dev, de pouvoir restaurer, d'anonymiser les données notamment. Quand je vais faire un test sur une base de données bien spécifique, l'idée c'est de remplacer des données, soit par user 1, 2, 3, anonymiser la partie donnée. Donc, virtuel, physique, base de données, globalement, filer, on a fait à peu près le tour sur la partie protection de données. Partie filer. Donc là, typiquement, on propose également sur le même jeu de données la possibilité de présenter une partie du stockage Cohesity accessible en NFS, en CIFS S3, et on va porter des fonctionnalités attendues par un filer. Délégation d'admin, interco Native Directory, un OpenLDAP, gestion de quotas, du self-service sur la gestion des snapshots. Donc on va pouvoir snapshotter en fait ce que l'on présente, et puis un utilisateur clique droit du fichier, restaurer la version précédente du self-service. On va effectivement pouvoir déstager cette donnée-là sur un autre stockage. Une fonctionnalité qui est apparue qui s'appelle Cloud Archive Direct qui permet de dire ok, j'ai un filer, si je veux le protéger, il faut que je duplique cette volumétrie. Non, je vais servir de gateway et en fait je vais envoyer ça sur un autre tiers de stockage, qui peut être un autre éditeur ou directement chez un cloud provider par exemple. Pareil, en définissant une politique, il va définir la date, la dernière fois que le fichier a été touché, la volumétrie occupée, ce genre de choses.
pareil sur la partie NAS, très intéressant, encore une fois, je réinsiste peut-être, mais tout ce qui est recherche globale, l'indexation à la volée, qui me permet après de faciliter tout ce qui est recherche, en tout cas dans ce système. Okay. Intégration de cloud. Donc c'est vrai que j'en ai parlé un petit peu en introduction. Le premier cas d'usage qui vient naturellement, c'est tout ce qui est archivage. Alors le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas rétention long terme. À l'idée de dire j'ai ma plateforme Cohesity, on-prem, je dois déstagger ça pour l'archivage long terme, 6 mois, 1 an, 2 ans. Le stockage Cohesity, c'est du stockage hybride. On ne va pas rentrer dans le détail du matériel, avec plaisir, on peut le faire après, mais on a du disque SSD pour la partie en NVMe, pour la partie caching et autres, et on a le disque mécanique pour la partie data. Donc, avoir cette qualité de service on-prem pour dire je veux la capacité d'indexation, je veux la capacité de restauration rapide, instantanée, gestion de snapshot, peut-être que si ce sont des données qui ont plus d'1 an, c'est peut-être pas utile. Donc l'idée, c'est de pouvoir déstager ça sur d'autres tiers de stockage. Pareil, le cloud va me permettre d'aborder d'autres cas d'usage, de pouvoir faire du PRA à la demande. Donc typiquement de convertir à la volée le format natif de VM, si c'est un environnement VM, de convertir au format natif et de les faire exécuter sur un de mes hyperscalers. Alors pour faire du DR, mais également pour faire du test-dev. Donc on supporte, au terme niveau fonctionnel, c'est les 3 hyperscalers que vous connaissez, on est sur le même niveau fonctionnel, que ce soit sur de l'archivage, du backup d'environnement natif dans le cloud, de réplication, de démarrage, on est assez ISO en termes de fonctionnalité sur ces 3 cloud providers. Partie test et dev. Pareil, c'est un autre cas d'usage, donc il y a pas mal de communication sur l'agilité pour le test et dev. Encore une fois, c'est valoriser la donnée. Ma donnée, elle est ici, je veux faire un test et dev, par exemple sur une base de données, on a introduit des fonctionnalités sur tout ce qui est SQL Oracle, de pouvoir cloner une base, et au lieu de la restaurer sur le stockage principal, la laisser tourner sur le stockage Cohesity. D'accord ? Et puis être capable de rajouter au fil de l'eau, en fait, tous les incrémentales qui arrivent dans la journée. Je fais un backup par jour, j'ai eu un différentiel, et ce différentiel, je vais rajouter dans mon clone. Je peux donc travailler en fait sur une base qui serait en test et dev, qui serait une version N-1 de la version qui tourne sur la production. D'accord ? Donc, stockage tourne ici, bien sûr, la partie compute tourne sur un serveur tiers, mais l'idée de tout le faire tourner. L'exemple sur la partie Oracle. Voilà, on va faire donc du rafraîchissement de clone, c'est ça que je voulais faire. Pour les VM, pareil, possibilité donc de créer des environnements dédiés pour les VM. Donc quand on fait une restauration, quand on fait un clone d'environnement de VM, il va nous reposer les questions. Quelle est la destination, quel est le data store, quel est le réseau et autres. Donc la possibilité de personnaliser lors d'un job de test et dev, un job de clone, de pouvoir spécifier et changer les paramètres d'exécution de l'environnement. Donc une seule interface, Helios, pour avoir la visibilité de cet ensemble. Donc très important, et donc toujours sur la partie indexation, donc vue centralisée, une recherche globale, je vais rechercher un objet VM, je vais rechercher un objet fichier, je vais rechercher un objet database, je vais rechercher un objet, etc. etc. L'idée, c'est vraiment de le centraliser et d'avoir des dashboards qui sont un peu proactifs et en temps réel, et qui va nous fournir un ensemble de recommandations sur non-respect des SLA, donc il y a un job qui tourne, ça ne respecte pas les SLA que j'ai imposés, donc apporter certaines recommandations en tout cas, surveiller tout ce qui est cyberattaque, donc on a des compléments d'applications pour tout ce qui est cyberscan, anti-ransomware notamment. L'idée, fédérer tout ça dans une seule et même interface. Et le lancement d'application, donc j'en ai parlé un petit peu, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, la partie antivirus, donc on travaille notamment avec Clamave et SentinelOne sur cette partie-là. Donc l'idée, c'est on va faire tourner ces applications directement natives sur nos plateformes. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Notre OS est un Linux, on active les conteneurs, on fait tourner ces applications sous forme de conteneurs directement sur nos appliances. D'accord ? Donc ça, il n'y a aucune limite en termes de développement, en fourniture de services. On a une dizaine d'applications aujourd'hui. On fera un petit tour sur le store applicatif.
Encore une fois, le but, valoriser les données et de limiter le temps de déploiement. Okay. On est également partenaire Splunk. Voilà, tiens, déployer une infrastructure Splunk, il faut des serveurs, il faut du temps, etc. Je veux déployer un Splunk, je vais dans le store, je fais télécharger le store télécharger l'application, exécuter sur mon cluster, et j'ai une infrastructure Splunk qui tourne. Okay. C'est le dernier slide, après je passais sur la démo. Donc si je peux résumer très très vite, donc la partie plateforme, avec toutes les options de scale-out, la dédupe, la compression, l'optimisation du stockage, ici, l'indexation, qui est la partie recherche globale d'indexation, la possibilité de restaurer à tout moment, donc je vous ai passé les étapes, mais il y a également dans notre file system une fonctionnalité qui s'appelle SnapTree, c'est en architecture B+Tree en termes de gestion de snapshots, qui nous permet de faire des snapshots à l'infini. Donc c'est assez, quand on rentre dans la solution Cohesity, on casse un peu les habitudes, typiquement sur la sauvegarde, on fait la première full et derrière on fait de l'incremental forever. Donc on ne fait pas de reverse incrémental, on ne fait pas de synthétique full, on fait pas de, etc. Fini. Donc on a un mécanisme qui nous permet finalement d'éviter de faire des snapshots illimités. Et on n'a pas besoin de traverser tous les snaps pour aller chercher la donnée. On rajoute un jeu de pointeurs, c'est-à-dire sur B+Tree, il y a pas mal de documentation sur le sujet. On rajoute un jeu de pointeurs qui en fait nous garantit de faire maximum 2 sauts pour aller chercher la donnée. Donc on peut faire un autre de snapshot illimité. Et l'autre intérêt, c'est que en fait, globalement, on a toujours une full qui est prête à l'emploi proche des données. Okay. Donc restaurer une full, elle est disponible totalement de façon instantanée, du fait de ce mécanisme de snapshot. Lancement d'application avec notre store applicatif, qui nous amène sur d'autres applications, qui nous a encore une fois apporté de la valeur ajoutée sur la détection et la valorisation de nos données. Okay. Comment ça se matérialise ? Alors, en avant-première, nouvelle interface. Alors, portail Helios, je me suis déjà logué pour gagner un peu de temps, mais donc helios.cohesity.com, je me signe, et là, on a une visibilité en fait sur l'ensemble des clusters. Donc, j'ai une vue globale sur l'ensemble des clusters. Donc, je peux fédérer l'ensemble de mes clusters sur une seule et même vue. Je vais avoir des informations sur l'état de santé global de mes différents clusters. Donc, je peux après derrière zoomer, dézoomer. En termes de protection, donc je vois le trending. En termes de backup, j'ai moins 5% de backup en ce moment, l'utilisation du stockage global. En termes de protection de la donnée, j'ai d'autres dashboards assez intéressants. Donc, la partie compliance, alors compliance qu'on va regarder, c'est la partie SLA. Si on garantit les SLA en termes de sauvegarde et de restauration, des statistiques sur le nombre de restaurations qu'il y a eu, et puis une visibilité sur l'interaction qu'il y a entre les différents clusters. Donc je vois qu'il y a un cluster Cohesity 01 qui réplique sa donnée sur Cohesity 02, qui lui-même va déstager ça chez un cloud provider. Donc on voit une visibilité de l'interaction entre les différents clusters. Sur la partie fonctionnalité filer, donc je trouve que c'est assez intéressante sur la cartographie, quel est le type de données qui sont hébergées, et puis on le voit ici par cluster, une espèce un peu une heat map là, pour avoir quel type de données hébergées sur quel cluster. Donc assez intéressant, beaucoup d'attentes, beaucoup de demandes de nos clients par rapport à ça. Donc on voit les activités sur les différents clusters, assez intéressant. Donc encore une fois une vue globale. Sur la partie dashboard sur la partie cloud, donc on voit tout ce qu'il y a opérations d'archivage, des opérations de restauration qui sont exécutées sur les différents target cloud provider. Sur la partie sécurité également, partie anti-ransomware, la partie cyberscan. Donc on fera un petit tour sur le store applicatif. Je ne pourrais pas vous présenter la partie cyberscan ici, mais en tout cas pareil, il va y avoir un reporting sur la partie cyberscan. Donc marketplace, on y va. J'ai un ensemble d'applications. J'y vais sur mon store applicatif. J'ai 10 applications aujourd'hui. Alors il y en a estampillées effectivement Cohesity, d'autres avec des partenaires tiers. Typiquement, il y en a une qui est assez intéressante, la partie Spotlight. Donc ça analyse et ça donne de l'audit d'accès aux fichiers. C'est vraiment sur la fonctionnalité filer. On est filer, je vais savoir quel utilisateur a fait quoi et qu'est-ce qu'il a modifié et quand. Donc c'est vraiment Spotlight qui va me permettre de fournir ça. D'autres fonctionnalités, Insight. Donc on fait de l'indexation à la volée.
Et Insight va un peu plus loin, c'est qu'il va indexer le contenu d'un fichier. Donc, rentre dans le PDF et j'indexe le contenu du PDF. Donc, l'idée, c'est de planifier, de scheduler. Ça prend un certain temps quand même. Voilà. Tous les fichiers ne sont pas éligibles à avoir une analyse complète. Donc, on va pouvoir définir une zone sur laquelle je veux appliquer cette recherche. Alors, ensuite, je vais rechercher par mots-clés à l'intérieur d'un fichier. Assez intéressant. Donc, Images Data, c'est l'entité qu'on a rachetée qui nous permet d'apporter une réponse sur tout ce qui est environnement NoSQL, Hadoop et autres. Runbook qui permet effectivement de planifier tout ce qui est disaster recovery. Dans une première étape, on fait du D1 directement chez le cloud provider. Donc on arrive sur une interface qui permet de sélectionner les différentes étapes. Je sélectionne tel VM, je fais une pause, j'exécute un script, j'envoie une alerte, etc. J'attends X temps, je fais une pause, etc. Donc je peux planifier, organiser mon plan de reprise. Donc assez intéressant. Autre application, la partie CyberScan. Donc vraiment l'idée c'est d'analyser le contenu de nos backups. Ça vous apporte une protection, en tout cas une information, un reporting sur tout ce qui est analyse de vulnérabilités qui sont connues. Donc on peut le lancer. Alors l'avantage, vous me direz, effectivement, faire du cyberscan sur la partie données secondaires, ça commence déjà à être trop tard. Il faut le faire en périphérie, on est bien d'accord. Mais si nos défenses tombent devant, il faut que l'environnement de sauvegarde soit capable de faire le recover et garantir de pouvoir restaurer une donnée saine. Donc on va apporter des garanties, notamment avec CyberScan, que le contenu du snapshot, il est viable. Et donc je peux restaurer sereinement cet état, ce point dans le temps de mon environnement. Alors je vais juste zoomer après derrière sur un cluster en particulier. Donc on va retrouver sur la partie protection de la donnée. Donc on va pouvoir protéger mes différents environnements. Donc on a des connecteurs virtuels, physiques, bases de données. On a des intégrations avec des providers stockage du marché, des NAS, sur la partie NAS, intégration Office 365. On a aussi développé maintenant l'intégration Active Directory. Donc depuis directement l'interface Cohesity, on sait faire de la restauration granulaire d'objets Active Directory. Donc c'est assez simple. Voilà, sur la partie NAS, je peux choisir ma source. Voilà. Un point de montage et autres. Donc, protéger un objet virtuel, je sélectionne ma source, un vCenter. Donc l'intérêt ici du moteur de recherche cherche par nom-clé, par mot-clé CentOS. Donc il va me lister tous les objets qui portent le nom de CentOS. Je peux rechercher aussi par tag VMware notamment, et de le mettre en auto-protect. C'est-à-dire, dès que tu détectes une VM qui a ce tag, il est directement protégé dans la policy. Donc ça c'est assez simple, assez fluide. Pardon. Donc sur les sources, voilà, on a les différents agents pour les machines physiques, Windows, Linux, AX, Solaris. C'est simple. Derrière, on peut définir tout ce qui est source externe. Donc une source externe va nous servir notamment pour la partie archivage. Donc on retrouve, voilà, tous les plugins sont déjà prêts pour aller adresser les cloud providers du marché. Mais également envoyer ça sur une target NAS ou target S3 compatible. Pas forcément de dire ok, moi le cloud m'a donné, elle sort pas de chez moi. Okay. On peut envoyer ça sur un stockage à faible coût qui est on-prem ou qui est peut-être chez un partenaire qui est connu et reconnu chez vous. Envoyer ça, donc j'ai juste besoin d'un point de montage très simple, ou alors d'un point de montage qui est S3 compatible, pas forcément dans AWS. Cluster distant, donc l'idée c'est de répliquer aussi gestion multi-cluster. J'ai des données qui rentrent dans un cluster, je vais le répliquer sur un autre cluster. D'accord, donc, toute l'interface ici pour le faire. Alors je retourne sur la partie Helios. Ce qui peut être intéressant aussi, donc le moteur de recherche ici.
Donc je cherche le nom d'un objet. Et donc là, il va me proposer différents. Donc il me dit, bah tiens, cette donnée, elle est hébergée sur ces clusters-là. Soit je peux la protéger et l'envoyer sur un autre cluster. Ou soit je peux me retrouver avec des options de recover. Donc je vois les différents snapshots disponibles. Donc je vois que cette VM, elle a la donnée qui est stockée sur un cluster qui est SELab3. Mais elle est répliquée, on fait une réplication vers SELab2 aussi. Donc, et donc on a le nombre de snapshots et le dernier snapshot qui a été exécuté. Donc menu. Donc je peux faire un recover de la VM qui est sur ce cluster-là ou parcourir en fait les fichiers. Donc l'idée, je vais avoir une interface et je vais pouvoir parcourir, regarder et restaurer un seul fichier. Okay. Voilà. Que vous dire d'autre? Protection, on a fait le tour. Virtual Server, Office 365, la partie recover, les différentes sources, la partie policy, donc on reste sur quelque chose d'assez standard. Donc ici on a introduit récemment la partie RPO policy, donc c'est des attentes. Donc anciennement on était sur policy standard, donc on doit renseigner effectivement tous les champs. Donc dire je fais une sauvegarde tous les jours, la rétention, et je fais soit de l'incrémental, je fais une full par semaine qui a lieu le dimanche. Et ensuite, je rajoute mes options en fait d'extension. Je fais par jour, je le fais par semaine, je rajoute l'extension, je le fais par mois. Et je définis la date et l'heure d'exécution. Je définis mes politiques de réplication et d'archivage. Donc, et sinon, on a créé une autre policy qui est juste basée sur des SLA, qui est de dire ok, moi je veux finalement un backup qui soit fait une fois par jour, une fois par mois, une fois par semaine. Et c'est le système qui va se débrouiller pour dire à quel jour, à quel moment de la journée il va exécuter la sauvegarde, ce qui paraît le plus opportun par rapport à l'utilisation du système derrière. Donc il y a deux cas d'école. Hein. Il y en a qui aiment bien effectivement spécifier à quel moment et vraiment tout personnaliser, d'autres qui sur l'aspect SLA, l'aspect garantie de qualité de service suffit largement. Donc on propose les deux. Des questions en particulier? Quelle heure est-il? Ouais, une question? Ouais, alors question sur les plateformes matérielles. Est-ce qu'on est limité en nombre de nœuds? Est-ce que je peux mixer les constructeurs au sein du cluster? Donc on a nos propres appliances. Derrière, c'est un constructeur X ou Y, peu importe. Donc aujourd'hui, on a des plateformes, des ready nodes, hein, ce que vous avez l'habitude d'entendre, sous HP, Cisco, Dell. D'accord. Aujourd'hui, on est capable de mixer, depuis la dernière version, de mixer les différents constructeurs. D'accord. Donc il n'y a pas de limite en termes d'ajout de nœuds. Alors, il faut garder un peu de cohérence. On a des nœuds très capacitifs, des nœuds petite volumétrie, qui sont là pour adresser des cas d'usage qui sont différents. Si je veux faire l'archivage long terme, je vais plutôt prendre des nœuds capacitifs qui vont proposer 200, 400 Tera bruts par nœud. Je vais avoir des petits nœuds qui vont proposer 24 Tera par nœud. Donc l'idée, mixer un nœud qui fait 24 Tera avec le nœud 200 Tera, voilà, il faut garder une certaine cohérence, mais on a toute la liberté pour le faire. Généralement, ce n'est pas le même cas d'usage qu'on veut adresser. Moi, les pain points qui remontent assez souvent, les grands clients en tout cas, qui ont 1000, 2000, 4000, 10 000 VM, les problématiques qu'ils ont, c'est les SLA de garantie de sauvegarde et de restauration. Pourquoi? Parce que le modèle de VM traditionnel, c'est plus une VM qui fait 500 Go, ni 1 Tera, ni 2. Aujourd'hui, il bloque à 4 Tera, c'est un chiffre qui nous dit, voilà, moi au-dessus de 4 Tera, je ne peux pas garantir la qualité de service en termes de backup et de restauration. Puis l'autre question, c'était en termes de scalabilité, c'est ça? Il n'y a pas de limite sur la scalabilité. Donc on a, nous, un client français qui a 2 clusters de 48 nœuds, il a 96 nœuds au total, hein, qui tourne aujourd'hui en France et qui témoigne. Et en Europe, voilà, on a des clients avec plus de 100 nœuds, quoi, qui sauvegardent 10 000 VM de façon quotidienne. D'accord, qui a 1000 VM sur un seul job. Donc il n'y a pas trop de limites en termes de scalabilité.
Une autre question? Non? Eric? Je répète la question après. Hein. D'accord. Ok, donc des questions autour de l'archivage, archivage légal, chiffrement de la donnée. Donc on propose nativement bien sûr du chiffrement, pas tout faire tomber, du chiffrement au mode soft, mais bien sûr on peut nous externaliser, utiliser une clé externe qui supporte le protocole KMIP pour gérer les clés de chiffrement. Okay, donc on le fait à rest chez nous et on le fait également quand on fait de l'archivage. On chiffre nous la donnée avec la clé qui nous a été soit donnée, soit la nôtre. Okay, on a d'autres fonctionnalités sur cette partie droit. Si, bon, c'est pas grave. Sur la gestion des droits, en fait, on a un rôle qui s'appelle legal hold et qui est là pour dire bah tiens, je crée un job d'archive et je veux que personne, même un administrateur, ne soit pas capable d'aller supprimer le contenu des snapshots du job. Okay, donc on a un rôle qui s'appelle legal hold qui est donné à quelqu'un. Et en fait, après, c'est labellisé. On voit le job, il est labellisé, il est locké. Donc on ne peut plus ni supprimer les snapshots, ni rien faire du tout. Pour respecter en fait une notion de compliance, voilà, je donné au bout d'un an, je les archive. Contrainte légale, je dois les garder X temps, mais je veux que personne ne puisse les supprimer. C'est comme ça qu'on apporte la réponse. Le chiffrement et la partie légale. C'était ça ? Une autre question ? Non ? Donc, moi je suis là sur le stand toute la journée. Il y a une équipe complète qui est là à votre écoute. Surtout n'hésitez pas. Il y a beaucoup de sujets à aborder. Chaque sujet demande effectivement un peu de temps. Donc n'hésitez pas à venir vers nous sur votre projet de gestion de la donnée, que ce soit pour la sauvegarde, pour l'archivage, pour le filer, pour le test dev et pour la sauvegarde des environnements modernes, NoSQL, Big Data et autres. Ok ? Merci à vous.